Bonjour à tous, bienvenue sur RP Media. Aujourd'hui, on va parler de la TICAD 7, le sommet, le septième donc organisé au Japon, à Yokohama. On en parle parce que le Mali était invité. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, à la tête d'une délégation, s'est déplacé à Yokohama. Donc, on va en parler avec Amidou Tigani, que vous connaissez, qui est enseignant-chercheur aux universités Paris 8 et Paris 13. Bonjour Amidou. Bonjour, Elijah, merci pour ton invitation. Donc, la TICAD, qu'est-ce que c'est? TICAD, c'est un sommet Japon-Afrique qui a été initié par le Japon. On en est à la septième édition. Une rencontre qui a été initiée par le Japon pour, en réalité, concurrencer la Chine dans l'expansion de son influence en Afrique. Donc c'est un outil d'influence, un outil de politique étrangère qui vise pour le Japon à occuper le terrain africain et ne pas laisser la Chine en faire sa zone d'influence, puisque le Japon est dans une concurrence, j'ai envie de dire, euh, avec la Chine concernant l'influence de ces deux pays à travers le monde. Donc plus la Chine euh, augmente son nombre d'alliés, plus le Japon s'inscrit aussi dans une dynamique d'influence. Donc c'est un outil stratégique, c'est un outil d'influence, véritablement, d'expansion de l'influence japonaise en Afrique. Moi, je vais rajouter quand même, étant donné que l'Afrique est présentée comme un morceau de steak aujourd'hui, moi, je vais quand même rajouter que le Japon n'est pas seulement en concurrence avec la Chine, elle est en concurrence aussi avec la France, les États-Unis, parce que n'oublions pas, il y a le sommet Afrique-France qui s'appelait anciennement le sommet France-Afrique. Donc voilà. Et on est au TICAD 7 aujourd'hui, en 2019. Donc avant, il y en a eu 6 dans le dernier qui a été organisé sur le sol africain. Qu'est-ce que les 6 premiers ont pu apporter de façon flagrante et pertinente aux pays africains? Alors, à vrai dire, les sommets internationaux de ce type ne sont pas des cadres euh, qui servent véritablement de décisions qui vont impacter de façon flagrante la vie ou l'économie des nations qui y participent. Non, pas du tout. J'ai envie de dire, même c'est un folklore, mais un folklore auquel il faut participer. C'est un folklore nécessaire parce que quand on n'y va pas, l'absence se fait remarquer, mais c'est simplement un cadre de discussion, un cadre d'échange qui permet de poser les bases d'une future coopération. Ce n'est pas lors d'un sommet de ce type que se prennent les décisions qui vont véritablement influencer la vie d'une nation, loin de là. C'est un cadre d'influence qui permet d'être en contact avec des personnes avec lesquelles on peut, dans le futur, nouer de bonnes relations économiques. Donc ça sert simplement à poser les bases d'une coopération future. Donc c'était un écart de langage lorsque le président du Mali, par exemple, je pense que c'était en 2013 ou 2014, qui revenait de Chine d'un sommet pareil, qui a été accueilli en grande pompe à l'aéroport Modibo Keïta à Bamako. Il avait été dit à l'époque que le président avait ramené plus de 2000 milliards de francs CFA. Or, dans ce type de sommet, ce sont des intentions de discussion sur des projets à venir qu'on discute. Ce sont des entreprises donc du privé qui discutent avec l'État malien. Il n'y a pas de cash money dans le sac de qui que ce soit. Et comment le président du Mali ou même les autres présidents africains arrivent à faire vendre ce type de langage au peuple qui va jusqu'à les accueillir en grande pompe à leur retour à l'aéroport. Oui, alors, que ce soit le sommet sino-africain, la coopération, le sommet Chine-Afrique ou le sommet Japon-Afrique ou tout autre sommet d'ailleurs, lors des rencontres de chefs d'État, il n'y a pas de distributeur automatique de billets euh, dans lequel les chefs d'État vont se servir et rentrer avec des valises remplies de billets. Non, pas du tout. Ce sont des cadres de discussion. Et lorsqu'il est dit, par exemple, que le chef de l'État est rentré dans ce sommet avec des contrats qui se chiffrent à tel nombre de milliards, en réalité, il ne s'agit pas de l'argent en espèces ou de contrats véritablement signés
qui vont donner lieu à l'injection de fonds dans notre économie à cette hauteur-là. Non, ce sont des promesses de négociation. On a signé un accord tendant à négocier des contrats. Ce ne sont même pas des promesses d'accord, ce Non, sont des promesses de de on va discussion, de négocier. négociation. Voilà, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'argent sur la table, il n'y a pas de négociation effective. On se met d'accord sur le fait qu'on va négocier tel type de contrat. Et les sommes en jeu peuvent atteindre effectivement le nombre de milliards que tu as cité. Mais il ne s'agit pas de contrats définitivement signés ou de contrats à la signature imminente. Pas du tout. Ce sont des engagements à négocier qui peuvent donner lieu à la signature de contrats définitifs, comme ça peut échouer. Ah, d'ailleurs, depuis 2014-2015, les Maliens se demandent tous les jours où sont passés les 2000 milliards et quelques. On va revenir sur la TICAD 7. De quoi il a été question concrètement dans les discussions? Alors, il a été question véritablement de développement. Développement à travers tout ce qui est économie, innovation, technologie. Comme tu le sais, hein, le Japon est une grande puissance technologique en matière de technologie. Le Japon, Merci au Japon pour nos téléphones, ben voilà, les téléphones portables, les nos télés, télévisions, bien sûr, et ou donc peut-être même notre micro, on ne sait et pas. qui sait, donc le Japon est véritablement une technologie, une puissance technologique. Et aujourd'hui, l'Afrique a besoin de profiter aussi de cette dynamique technologique pour créer, diversifier aussi nos économies, puisque nous avons des économies basées sur la seule production de matières premières. Le Japon est justement une puissance économique exemplaire pour l'Afrique, puisqu'ils ont une économie qui n'est pas du tout basée sur les matières premières. Le Japon n'est pas aussi riche que le Mali. Au Mali, dans notre sous-sol, nous avons de l'or, nous avons beaucoup de produits, de matières premières que nous exploitons. Le Japon n'a rien de tout ça, Le Japon n'a mais que sa mère. voilà, le Japon a compris que la première ressource, la première richesse d'une nation, ce n'est pas l'or, ce n'est pas ce qu'il y a dans le sous-sol, ce sont ses hommes et ses femmes, ses bras valides. Et le Japon en a tiré profit pour en faire des outils de production et des outils de développement véritablement, et nous avons besoin de cela aussi parallèlement à ce qu'on peut avoir dans notre sous-sol. Est-ce que l'Afrique y va séparément, c'est-à-dire que Issoufou de son côté, Alassane Ouattara de l'autre, Sassou de l'autre et Ibeka de l'autre, ou il y a une espèce de tir groupé pour avoir quelque chose et ensuite détailler une fois revenu sur le continent africain par le biais de l'UA? Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose de spécial dans ces sommets, que ce soit le sommet Afrique-Chine, sommet Afrique-Japon, sommet France-Afrique ou Afrique-France, même avec la Turquie maintenant, sommet Turquie-Afrique. On parle d'un sommet lors duquel l'Afrique tout entier, on parle de l'Afrique en tant que bloc, non pas en tant qu'État, mais en tant que bloc, face à un seul État de l'autre côté. Donc on a l'impression, ça donne l'impression que Il y a un finalement, déséquilibre. l'Afrique parle d'une seule voix, alors que non, véritablement, c'est, j'ai envie de dire, simplement terminologique. L'Afrique ne va pas y parler d'une seule voix. Chaque chef d'État représente son pays. On ne négocie pas au nom de l'Afrique, on négocie, chaque État négocie pour son propre pays, pour sa propre nation. Même s'il peut arriver lors de ces sommets que ce soit l'hymne de l'Union africaine qui soit intonné au moment où les chefs d'État africains entrent pour ne pas avoir en réalité à faire D'ailleurs, passer une vingtaine, une trentaine hymne de... que peu d'Africains connaissent. Malheureusement, malheureusement. Les Africains connaissent plus la Marseillaise que l'hymne de l'Afrique. Alors, C'est problématique quand même. c'est vrai qu'il y a un problème par rapport à l'Union africaine de façon générale qui ne concerne pas seulement l'IM. On a voulu construire un projet d'union sans véritable intégration des peuples, mais c'est un autre sujet. On a besoin pourtant, l'Union africaine, moi je pense que c'est un vecteur majeur de développement pour le continent africain qu'on n'arrive pas à exploiter. On voit simplement le côté politique de l'intégration africaine, mais on n'a pas su mettre en avant le fait que ça représente un véritable outil d'intégration des peuples et de développement économique. C'est dommage. Mais lors de ces sommets, on parle certes de l'Afrique en tant que bloc, mais véritablement, lorsque les chefs d'État africains y vont, ils ne vont pas négocier pour l'Afrique en tant que bloc. Chaque chef d'État négocie pour son pays. D'ailleurs, lors de ces sommets, vous pouvez voir, lors du dernier sommet TICAD, Ibeka a reçu parallèlement au sommet le président du Bénin. Donc c'est l'occasion de négocier, de se retrouver aussi en tant que chef d'État africain
pour négocier des accords, discuter. Enfin voilà, c'est juste un cadre en Mais réalité. justement, quand deux présidents se rencontrent, c'est assez politique, c'est assez institutionnel. Mais dans la réalité, est-ce que c'est pas plutôt des experts maliens qui sont vraiment habités par les besoins du Mali, par les capacités d'accueil, d'offres, de potentialité du Mali qui devraient être mis en avant? On a suivi la communication présidentielle sur la page Facebook de la présidence du Mali. On a vu que le président, on a très peu vu des experts maliens avec des experts japonais ou autres africains. C'est toujours le chef de l'État. Est-ce que c'est pas un sommet de plus pour le Mali? Parce que sur les retombées, par exemple, on voit que des pays comme la République démocratique du Congo reviennent avec une moisson, certaines avec des réalisations d'infrastructures. Le Mali, on ne sait toujours pas ce qu'on a eu comme moisson. Alors, à vrai dire, même la République démocratique du Congo, ce qui est présenté, ce n'est pas véritablement une moisson. Il n'y a pas de moisson lors de ce type de sommet. Véritablement, c'est juste un cadre de discussion. On y va pour déterminer une vision commune, une perception commune des relations futures. On se dit qu'on se met d'accord que pour l'année à venir, il y aura tel nombre d'accords de signés, ou en tout cas on va essayer de faire en sorte que nos rapports, nos relations soient plus denses dans un domaine précis. Mais ce qui est dommage et qui est malheureux, que moi je trouve personnellement préjudiciable, c'est que lors de ce type de sommet, on ne parte pas véritablement avec des entrepreneurs. Moi, chef d'État, si je dois me rendre à un sommet pareil, je partirai plutôt avec des jeunes Maliens qui sont spécialisés dans la robotique, des jeunes Maliens qui sont en train de créer des startups, qui ont besoin de financement, Et qui on ont en besoin de a, moi technologie. j'ai On rencontré en a des jeunes beaucoup, Maliens qui sont pétris de talent, qui exactement. font la fierté Du de Mali, grandes multinationales à l'étranger, hein, j'en ai vu en effectivement. France. Ouais. J'ai envie de citer Mamadi Camara, Mhm. que j'ai rencontré, qui fabrique des drones, qui fabrique des robots pour sa boîte et tout. Mhm. Et ces gens, je suis même pas sûr que l'État malien les connaisse. Et je ne suis pas sûr que ces gens fassent partie du projet présidentiel. Donc, pour te rejoindre, effectivement, on devrait partir avec ce type de personnes. Voilà, alors moi je ne sais pas hein, véritablement quel est le rapport entre le chef d'État et ces personnes-là. Il y a un ministère spécialement créé pour ce type d'initiative, mais pour moi, lors de sommets pareils, euh, la délégation devrait être composée justement de ce type d'entrepreneurs ou de jeunes qui sont aujourd'hui dans des incubateurs au Mali, qui envisagent de mettre la technologie au service du développement économique. Le Japon, c'est vraiment euh, au-delà de la Silicon Valley, de toute la communication qu'on peut retrouver autour de la Silicon Valley, moi je pense que le Japon, c'est véritablement le pays dont on peut s'inspirer pour développer la technologie chez nous et en profiter pour créer une dynamique de développement. Et donc il aurait fallu amener plutôt ces personnes-là, Mais rencontrer des homologues il faut japonais. un cap et il faut un travail au préalable. C'est-à-dire que le Ouais. Mali devrait se positionner comme des pays comme la France, les États-Unis, le Japon, la Chine, qui se disent, nous, à l'horizon 2025, 2030, 2040, nous Hum, voudrions avoir 200 000 médecins, hum, 50 000 cardiologues. On se rend compte que les maladies tropicales tue le plus chez nous, le tabagisme tue, spécialiser des médecins, etc. Ou même notre agriculture, nous aurons voulu par exemple arrêter de cultiver le coton qui est un produit esclavagiste. On veut développer plutôt la soja, le maïs, le riz. On a la vallée du Niger où il y a plus d'un million d'hectares cultivables. Et en fait, c'est au Mali de s'asseoir et de dire, voilà, nous, à tel horizon, on voudrait avoir ça. Et qui est prêt à nous accompagner? J'ai comme l'impression que les États africains vont dans ce sommet-là en allant le bras vide, sans feuille de route, écouter les experts japonais et ensuite se plier à leurs désirata. Est-ce que c'est le sentiment que tu as aussi? Alors, je ne peux pas véritablement, parce que je ne vis pas ces sommets-là de l'intérieur, mais je pense que surtout ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas, lors de ces sommets, à créer une dynamique pour en tirer profit. Je constate une multiplication de ce type de sommets, mais on n'arrive pas à en faire, puisque c'est un simple cadre, hein, il ne faut pas y voir plus. Ces sommets-là, c'est un simple cadre. On essaie de créer un cadre de coopération future. C'est juste cela, il ne faut pas y voir plus. Mais on peut quand même profiter de ce cadre pour mettre un rapport en relation des jeunes Maliens qui veulent créer une dynamique de développement économique
par la technologie, par l'innovation, par la recherche scientifique. Et aujourd'hui, tout le monde parle de nanotechnologie ou d'intelligence artificielle. Bon, je sais que le Mali n'est pas encore à ce niveau-là, mais ce serait dommage d'aller au Japon et de ne pas profiter au moins de la technologie basique dont nous avons besoin aujourd'hui, de ne pas mettre des jeunes Maliens en relation avec des grandes entreprises japonaises spécialisées dans ce type de technologie. L'armée malienne est confrontée à un défi majeur aujourd'hui dans le domaine de la défense et de la sécurité. On part au Japon, pourquoi ne pas en profiter pour mettre des jeunes Maliens qui sont dans la technologie militaire, qui peuvent, ou en tout cas qui ont des aptitudes à développer une quelconque technologie militaire avec des homologues japonais pour créer déjà une base de coopération qui nous permette à terme de pouvoir produire nous-mêmes ce dont notre armée a besoin en tant que technologie, en termes de technologie. Moi, je pense que ce type de sommet doit servir à ça. Je ne sais pas si tu le remarques, quand le chef de l'État français, quand le chef d'État français se déplace pour aller dans ces pays-là, il a derrière lui le boss d'Areva, il y a des Oui, responsables des grandes entreprises son avion est rempli de gens rempli du de CAC businessmen. 40. Voilà. Rempli de businessmen. Il ramène le CAC 40 avec lui. Voilà, il n'y a Et pas beaucoup de il y a ministres une dans la image, délégation. il y a une image lors du premier mandat d'IBK où il était en entretien avec, je crois que c'est Emmanuel Macron ou François Hollande, je ne sais plus, c'était dans le jardin de l'Élysée. Mm. Et on voyait le président français était entouré de deux personnes qui prenaient des notes. Mm. Le président malien avait deux personnes qui étaient sur leur téléphone portable. L'image, si vous cherchez sur Google, vous allez trouver l'image. Ça montre un peu la dimension des choses. C'est-à-dire que, d'une part, il y en a un qui vient pour défendre les intérêts de la France, ou du moins ses propres intérêts à lui en tant qu'individu. Et il y en a un autre qui vient pour les selfies, pour avoir une photo avec Emmanuel Macron, pour dire que j'ai été invité. En fait, nous en sommes là. S'il y a des choses très déficitaires au Mali qui n'ont pas besoin de plus de moyens que ça, notamment le Mali n'est pas vendu. Vous ne verrez jamais de spot publicitaire sur la destination Mali. Vacances au Mali, séjour à 500 € ou à 1000 €, vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas de promotion du Mali. Et d'ailleurs, il y a très peu de sites internet maliens. Mm. Il y a très peu de sites Mais tu sais, internet moi, gouvernementaux maliens. véritablement, hein, Et ça, on n'a même pas encore besoin. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà que nous travaillions sur ça, que nous puissions vendre le Mali à travers un bon référencement de ce que nous aurons mis dans nos sites web pour que les Japonais les lisent en anglais ou en français et que ils se disent, il y a déjà ça, on peut aller sur ça. Mais en fait, nous, on arrive les bras vides et on se plie au désirata de ceux avec qui nous discutons, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Japon, que ce soit la Chine. C'est un peu ça, en fait. oui, c'est vrai. Alors, moi, véritablement, pour moi, hein, je n'y vais même pas jusqu'à à placer le curseur aussi haut dans un premier temps, si on arrive déjà, puisqu'on a des cadres, on participe à beaucoup de sommets, on participe à beaucoup de Ah, on rencontres, fait que ça. Hein. on participe à beaucoup de choses. On a un chef d'État qui répond présent aux invitations d'autres puissances étrangères. Ce cadre existe déjà. Il faut juste en profiter pour qu'à chaque déplacement, il y ait des investisseurs maliens, des entreprises maliennes, des start-up maliennes qui fassent aussi le voyage avec le chef de l'État pour aller en quête de financement, pour aller en quête d'investissement, en quête d'opportunités d'affaires. Et ça, c'est beaucoup plus rentable, parce que tant que la diplomatie n'aura pas cette orientation économique et scientifique, elle restera une diplomatie politique qui n'aura pas de véritable apport pour nous. Mais La diplomatie, au sens purement politique du terme, tu fais bien de le dire. c'est... Jusque-là, l'argent qu'on prête au Mali ou l'argent qu'on donne au Mali sert à nourrir l'administration, la bureaucratie. Il faut certainement inverser cette tendance. Et pour Exactement. inverser cette tendance, il faut qu'il y ait un débat interne. Là, on parle de concertation nationale. Moi, je parlerai d'un Kouroukanfoua du développement au Mali. Il faut faire un Kouroukanfoua du développement au Mali dans ce sens où il faut s'asseoir, il faut se dire quels sont nos besoins en littérature. Quels sont nos besoins en histoire? Quels sont nos besoins dans l'art? Quels sont nos besoins dans les sciences? Quels sont nos besoins en technologie? Quels sont nos besoins en Internet? Peut-être que
il se trouve des pays tels que l'Inde ou même le Pakistan ou enfin la Turquie, pardon, en fait des pays qui pourraient nous offrir, parce qu'aujourd'hui l'internet que nous avons par le biais d'Orange Mali, c'est de l'internet politique. On vient, on achète le silence des ministres du gouvernement, de la présidence, on se distribue les dividendes de de la fourniture de téléphonie, d'internet, et le petit peuple aujourd'hui n'en profite pas. Ici, nous, on a tous des forfaits à 10,99 maximum. Les offres triplettes avec internet, SMS, MMS, tout le reste. Et au Mali, vous dépensez 15 euros par jour si vous voulez rester connecté, comme si vous êtes en France. Et donc, tant qu'on n'inversera pas cette tendance-là, tant que l'étudiant malien, l'élève malien ne peut pas passer autant de temps qu'il veut sur son ordinateur en surfant sur Internet pour chercher à savoir comment on crée une application. Aujourd'hui, les applications dirigent le monde et le Mali n'en a pas beaucoup. Ça, c'est l'une des questions. Et aucun pays ne viendra nous le faire, ni la TICAD, ni quoi que ce soit. C'est juste une décision politique. Et là, est-ce que nous avons les hommes pour prendre ces décisions-là? Je pense qu'on ne manque pas d'hommes, véritablement. Ce n'est pas le problème, véritablement. D'hommes pour Voilà. prendre ces décisions. Oui, on ne manque pas véritablement d'hommes pour prendre ce type de décision. On manque simplement de vision. On a besoin d'une vision. Moi, je pense qu'en la matière, puisqu'on est dans le cadre du sommet, dans le cadre diplomatique, je pense qu'on a besoin de donner une dimension économique plus importante à notre diplomatie. Alors, il y a des choses qui sont déjà faites, puisque régulièrement, on signe des accords de prêt. Tu regardes le compte-rendu du Conseil des ministres, chaque semaine, on ratifie par décret des accords de prêt signés avec telle banque ou tel organisme. Mais on n'a pas compris que cette diplomatie économique doit avoir une dimension privée. Il ne s'agit pas simplement d'orienter la diplomatie vers la recherche d'argent pour l'État. Il faut aussi chercher des moyens pour le privé. C'est même plus pérenne, c'est plus durable que l'argent recherché pour l'État. Parce que si vous recherchez de l'argent pour l'État, une fois cet argent consommé, c'est fini, vous êtes obligé d'aller en chercher. Alors que si vous en cherchez pour le privé, ça permet d'établir durablement à l'intérieur de l'État une source de production d'argent qui, à terme, devient, j'ai envie de dire, presque éternelle, puisqu'en tout cas, c'est pérenne. Donc Bah, aujourd'hui, Au Mali, la communication, comme les activités, tout est corporate. C'est-à-dire que il n'y a pas de produit. Aujourd'hui, on ne fait pas de marketing, de marketing de marque au Mali. On fait du marketing corporate. C'est-à-dire que on va plutôt mettre en avant un ministre, on va plutôt mettre en avant un premier ministre, on va mettre en avant le président, le gouvernement, l'Assemblée nationale, mais on ne va pas mettre en avant le fait qu'on a besoin de faire une route entre Bla et Ségou. On a besoin de faire une route entre Caille et Bamako. On a besoin de remettre sur les rails l'activité de transport ferroviaire, etc., etc. En fait, ça revient à ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que si on met l'accent sur le privé, on rentre dans une phase de pérennisation de l'activité. Si on met l'accent sur le corporate, on rentre dans une dimension politique et la politique s'en va dès que... oui. Étant donné qu'il n'y a pas de continuité de l'État dans nos pays, enfin en tout cas dans cette dimension de l'activité économique, il n'y a pas quand un ministre vient, il change tout, il change les hommes, il change les politiques et tout. Et finalement, aujourd'hui, la TICAD, pour revenir à la TICAD, qu'est-ce que en 2019 ça a apporté au Mali, même si ce n'est que dans la dimension intention? c'est très simple, c'est très simple. Le Japon s'engage à avoir une plus grande intervention au Mali dans le domaine de l'économie et de la sécurité. Ça s'arrête là. C'est l'expression d'un engagement futur. C'est tout. Alors, que ça se réalise ou que ça ne se réalise pas, mais ça a été dit. C'est tout, ça s'arrête là. C'est-à-dire que, au fond, ce genre de sommet ne sert qu'à ça. C'est à nous, à chaque État, d'essayer de profiter du cadre. Il y a des pays qui arrivent quand même à avoir un minimum. Le Sénégal avec son chemin de fer, ou son tramway, ou je ne sais plus c'était quoi. La Côte d'Ivoire, à un moment donné, il était question de métro, etc. Et le Mali, on a eu le sommet Afrique-France à Bamako. On a eu des multitudes de sommets pendant 5 ans lors du premier mandat. Sur le deuxième mandat, il y a eu beaucoup de sommets, mais véritablement, on ne voit pas de grands chantiers en train de naître au Mali. Il a fallu que les jeunes Maliens
quand même se lèvent pour bloquer les routes, pour que le gouvernement songe à déclencher la rénovation des routes. Oui, on n'a toujours pas compris que ces sommets-là servent juste à créer un cadre de rencontre et c'est à nous d'en faire de façon volontaire et volontariste, d'en tirer le profit que nous souhaitons. Nous n'arrivons toujours pas à le faire. Nous participons au sommet, nous participons au folklore, mais en dehors du folklore, on n'arrive pas à instaurer un cadre de profit. On n'arrive pas à en tirer un cadre de profit. C'est tout, c'est ce qui nous manque. Et c'est ce qu'il nous faudrait faire au-delà des rencontres, au-delà des photos, au-delà de tout ce qui est officiel, tirer un avantage pour notre secteur privé, faire participer des acteurs privés à ce genre de sommet, à ce genre de rencontres. Merci Amirou, merci de Merci à nous toi. avoir suivis pour ce débriefing Merci. de la TICAD 7. Merci.